Et bien le bonjour à vous tous, ou comme dirait RuPaul, Hello, hello, hello! on se retrouve aujourd'hui pour une première vidéo d'une série que je souhaite faire. Je me suis posé la question au début de est-ce que j'en fais une seule et unique vidéo ou est-ce que je fais durer le plaisir? C'est surtout que je me suis dit que ça pourrait être sympa d'avoir des formats un petit peu plus courts aussi. Donc, plutôt que de faire une seule et même série, eh bien, enfin une seule et même vidéo, eh bien, on va en faire une série. Donc une série où je vais vous partager mon top 5 de tous les genres que j'ai dans ma bibliothèque. C'était pas facile. J'ai tout d'abord, dans un premier temps, essayé de poser quels étaient les genres principaux que j'ai et que j'affectionne particulièrement, et ensuite, derrière, de trouver 5 livres. Alors, je vous avoue que à aujourd'hui encore, je suis pas sûre qu'on ait vraiment un top 5 à proprement parler, dans le sens où j'ai choisi 5 livres, mais je les ai pas classés parce que too hard. C'est trop difficile. Donc, bah écoutez, on va dire que c'est un top 5, mais voilà, je les ai pas. Ils sont tous à égalité? Non, peut-être pas quand même. À vrai dire, je pense que ça va dépendre des genres. Donc, écoutez, je vais faire d'abord une petite intro, juste vous dire quels sont les genres qui seront abordés du coup tout au long de cette série de vidéos. Et après, quel est le genre que j'ai choisi en premier pour voilà, vous faire mon petit top, vous faire un petit résumé rapide de chacun des livres présents dans le top, et aussi de vous dire bah voilà, qu'est-ce qui m'a plu dedans, qu'est-ce qui fait que ils font partie voilà, de ce top. C'est un petit peu la même chose que je dis du coup. Mais écoutez, sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, pour ça, je me suis basée sur un post Instagram que j'ai déjà fait il y a un petit moment, dans lequel plutôt, je me présentais et je vous indiquais quels étaient mes genres préférés de lecture. Figuraient donc dans cette liste la fantasy, le fantastique, la dark academia, tout ce qui est thriller slash horreur, les classiques et la romance. J'ai choisi pour commencer de faire dans l'ordre en fait. J'ai vraiment pas. On a l'impression que j'ai fait tout un truc alors qu'en fait je me suis juste dit allez, on fait dans l'ordre. Écoutez, pourquoi se compliquer la vie? Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Non, c'est l'inverse. Si, c'est ça. Non, c'est l'inverse. Ça commence bien. On va commencer avec le genre de la fantasy. Et comme je disais ici, complicado. Complicado, complicado. Peut-être que je vais d'abord vous parler de chacun des livres qui sont présents dans ce top et j'essaierai de faire un classement à la fin. On va voir. On commence dans ce top avec un livre que j'ai, je pense, beaucoup cité dans d'autres vidéos et dans d'autres contextes. Mon Dieu, comment résumer ce livre? Il s'agit du Prince captif de C.S. Paca. J'ai beaucoup parlé de ce livre, ou en tout cas, je l'ai beaucoup nommé comme faisant partie d'un de mes livres préférés. Il s'agit d'une romantaisie, si l'on peut dire, puisque c'est quand même, la romance est quand même très en fond, notamment sur les 2 premiers tomes. Ouais, en tout cas, vraiment sur le tout premier, on peut pas dire que ce soit ce qui soit le plus présent, et en même temps, ça se comprend. On y suit donc nos 2 protagonistes qui sont Damen et Laurent. Ils sont tous 2 princes héritiers de leurs royaumes respectifs, qui sont des royaumes ennemis. Damen donc vient du royaume d'Akielos et Laurent vient du royaume de Ver, ou Verré, je ne sais pas comment le prononcer. Et on commence l'histoire sur un super plot twist, c'est que le frère de Damen le renverse et l'envoie au royaume de Verré comme esclave. Bah oui, pourquoi pas.
Donc le royaume de Verre le reçoit comme esclave, mais ne sait pas que c'est le prince héritier, histoire de pousser le truc, le vice jusqu'au bout. Et Laurent va découvrir que cet esclave lui est attribué, alors qu'il a vraiment une haine profonde contre les gens d'Achelos, puisque des années auparavant, il y a eu une guerre entre les deux royaumes et son frère est mort lors de cette guerre. Donc vraiment, voilà, il a une sacrée dent envers le royaume. Et en plus de ça, il se trouve que c'est le prince héritier du royaume d'Achelos qui a tué son frère. Si vous avez fait le rapprochement, bah voilà. Et à côté de ça, du coup, on a Damen qui, lui, est envoyé comme esclave et se retrouve donc à découvrir ce qu'est un esclave au royaume de Verré. Et je vous le donne en le mille, hein, c'est que c'est pas la même chose que chez lui. On est clairement sur des sujets quand même très sensibles, notamment vraiment sur le premier tome. Faut vraiment s'accrocher si vous êtes sensible à la torture, que ce soit physique ou émotionnelle, si vous êtes sensible à des sujets impliquant des mineurs. Il y a beaucoup de choses qui sont assez dures à digérer et ça peut vraiment, je pense, perturber plus d'une personne qui pourrait lire et surtout qui est sensible à ça, donc je préfère prévenir. Mais c'est vraiment dans le tome 1, pour moi, où on a une sorte de déferlement, de tous ces éléments-là, aussi peut-être pour nous plonger dans le bain directement des us et coutumes de chaque royaume. C'est pas excusé, parce que pour autant, on est sous le point de vue des deux personnages altérés, et les deux sont plutôt contre ce type d'agissement et les ont en horreur, donc on peut clairement voir que c'est montré comme étant quelque chose de très forcément négatif et pas du tout excusé ou banalisé. Et à côté, on a aussi tout un système politique qui se met en place avec des intrigues de fond, des choses qui ont déjà été posées, on va dire, par le passé, par rapport à nous quand on commence l'histoire, et qui vont se dérouler au fur et à mesure que l'on lit le livre, et que chacun, en fait, va aussi faire ses propres choix. J'ai l'impression de parler en énigme comme Yoda. Je suis désolée si c'est pas clair, mais en même temps, j'ai pas envie de spoiler. Mais globalement, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, on est sur une romantaisie, mais quelque chose qui se fait vraiment très progressivement. Je dirais que la romance est pas au premier plan ici, notamment le premier tome, absolument pas. C'est petit à petit que les personnages vraiment apprennent à se connaître, à se découvrir sous d'autres angles. Il y a aussi forcément des révélations qui vont se faire au fur et à mesure, qui vont faire que ils vont aussi un peu remettre en question ce qu'ils pensaient l'un de l'autre, dans une certaine mesure, hein, on s'entend. Il a quand même tué son frère. Pour moi, c'est ce que j'ai réellement apprécié en fait dans cet ouvrage. Déjà, c'est la construction de l'univers que j'ai trouvé superbement bien écrit. J'ai trouvé aussi que les intrigues politiques, elles étaient hyper prenantes, et pour autant, c'est pas quelque chose qui habituellement va m'attirer en premier lieu quand je choisis un livre. Mais là, vraiment, c'était hyper intéressant en fait. J'ai trouvé que aussi le déroulé de tous les éléments, il était hyper fluide, qu'il y avait vraiment une cohérence. Et puis honnêtement, moi depuis que j'ai lu ce livre, j'ai l'impression que j'ai pas connu d'autres vrais enemies to lovers. Pour moi, c'est un peu l'incarnation même du parfait enemies to lovers. Comment voulez-vous faire autrement ? Enfin, je veux dire, ils ont clairement des raisons concrètes de se détester. Et pour autant, la façon dont l'évolution de leur relation, elle est amenée, elle est pas... C'est pas genre ça va trop vite ou ça fait pas sens parce que y a quand même des sacrés griefs derrière. Non, je trouve que vraiment tous les points ils sont abordés, et pour autant le dénouement en fait, il est super cohérent et il est vraiment bien amené en fait.
Au point où vraiment moi j'y ai cru, j'étais vraiment à fond. Là où d'autres enemies to lovers qu'on peut lire, honnêtement, enfin, déjà, soit ils ont pas de vraies raisons de se détester au début, ou alors, désolé, mais c'est juste parce qu'on leur a dit depuis qu'ils sont petits, enfin, il n'y a pas de vraie haine en fait derrière. Ou alors, je sais pas, dès le départ, en gros, on nous fait sentir qu'il y a un truc, il y a de l'attirance entre les deux, et on sait que ça va. C'est chaud. Je veux dire, on sait que ça va se pécho aussi, c'est pas le sujet. Mais, je sais pas. Vraiment, c'est. Il est unique en son genre, je trouve. Je sais pas comment le décrire autrement. C'est absolument génial. J'adore ce livre. Le deuxième que j'ai sur ma liste, ça tombe bien, il est également accessible directement derrière moi. Il s'agit du Pont des Tempêtes. On va dire la saga du Pont des Tempêtes, mais voilà, on s'entend. Donc de Daniel L. Jensen. Mais quelle découverte! Mais quelle découverte! Cette saga, elle est décomposée en 3 duologies. Donc la première, nous allons suivre Lara et Aren, qui, je vous le donne dans le mille, viennent chacun de 2 royaumes ennemis. Il y a un truc en vrai. Je pense que j'ai un kink peut-être sur ce genre de choses. Je ne sais pas. Donc, ils viennent chacun donc de 2 royaumes qui sont ennemis, mais pour autant qui se sont promis des années auparavant de marier leurs enfants respectifs afin de former une alliance. Globalement, Aren, lui, est le roi à ce moment-là du royaume du pont, qui se situe en fait au milieu d'un espace vraiment de marchandage entre tous les royaumes autour. Donc, ils ont un rôle hyper important et essentiel dans tous ces échanges commerciaux. Pour autant, ils vivent sur une île qui est quand même pas hyper sympathique, on va dire. C'est un milieu un peu hostile, hein. C'est la jungle, y a plein d'animaux et d'insectes venimeux qui veulent vous tuer. Enfin, c'est entouré d'eau profonde avec plein de requins qui veulent vous bouffer. Et il y a tout le temps des tempêtes de malades. Voilà. Perso, pas la destination de vacances que je choisirais. Pour se protéger, ils ont mis en place plein de choses afin de garder quand même les secrets de leur royaume, parce que malgré tout, en fait, ils sont pas aussi riches que ce que peuvent penser les autres royaumes, et donc c'est quelque chose de vraiment hyper nouveau et un peu effrayant pour le peuple de manière générale, de faire entrer une inconnue en fait dans leur royaume. Et en plus de cela, une inconnue qui vient vraiment du royaume avec lequel ils ont le plus de conflits. Aren, pour le coup, il croit en cet idéal que sa mère avait lorsqu'elle a décidé de passer un petit peu ses pactes avec les royaumes alentours. Et il se dit qu'il n'y a que comme ça qu'ils pourront survivre. Donc, il décide d'activer le pacte, entre guillemets, et le roi de Maridrina, donc le royaume au sud, lui est plus que content, puisque c'est un énorme connard et ça fait des années qu'il rêve d'envahir le royaume du pont et de pouvoir récolter tous les bénéfices pour lui-même. Je fais un énorme raccourci, mais c'est un peu ça. Le roi de Maridrina, lui, ça fait des années qu'il complote pour justement atteindre cet objectif. Et pour cela, il a élevé une vingtaine, je pense, de ses filles. Le gars a un harem immense, hein. Donc il a plein de filles, de femmes différentes. Et il y en a du coup une vingtaine à peu près qu'il a enlevées étant enfant. Il les a foutues au milieu d'un désert paumé. Et il les a toutes entraînées à devenir des tueuses. Dans l'idée, en fait, qu'il y ait une grande gagnante, qui serait donc celle destinée à épouser le roi du royaume du pont, et en gros, de semer la zizanie à l'intérieur, de le tuer, et de pouvoir permettre à son père d'envahir le royaume. Lara est une des filles du roi de Maridrina, mais Lara n'est pas celle qui a été choisie pour devenir la femme de Aren. Mais Lara, elle a décidé que si,
ce serait elle. Donc elle complote un truc et bref, elle finit par être envoyée. Et au début, elle est vraiment dans l'idée de mener à bien cet objectif, hein, puisqu'elle a envie en fait de déjà, je pense, récolter les lauriers un peu de tout ce qu'elle a enduré et éprouvé tout au long de son enfance pour en arriver là. Et il y a un peu une sorte de daddy issue où elle a envie que en fait son père soit fier d'elle, dans un sens. Donc elle est vraiment déterre. Sauf que bah forcément, ça va pas se passer, on se doute bien, comme elle l'avait prévu, puisque en arrivant là-bas, en fait, bah elle va quand même découvrir au fur et à mesure des tas de choses qu'elle pensait être vraies sur son pays et sur son père qui ne le sont pas. Et d'autres choses qu'elle pensait être fausses qui s'avèrent être un peu trop vraies. Pareil, des intrigues politiques de fond, un milieu hostile dans lequel il faut s'adapter, une meuf badass au possible qui sait se battre mieux que tout le monde, un roi qui veut essayer de voir le bon en chacun. Enfin, vraiment, on est sur... c'est pareil, sur des petits conflits comme ça qui, que dire, j'aime l'aspect de on n'était pas fait pour s'aimer et on arrive à quand même surmonter tout ça. Pour le coup, on est un petit peu sur les mêmes tropes dans les duologies qui suivent. Je ne peux que vous recommander, si vous aimez ce type d'histoire avec des univers qui sont complètement inventés, avec des intrigues politiques qui sont hyper bien menées, hyper bien ficelées. Je ne peux aussi que vous recommander cette saga. Ensuite, on est sur une saga encore. En fait, je sais pas pourquoi je dis encore, parce que c'est que des sagas dans la fantasy. La troisième que j'ai ici, je n'ai lu que le premier tome encore, mais j'ai beaucoup d'attentes. Oui. Il s'agit de Fourth Wing. Je vais pas me lever pour le prendre parce qu'elle est là, j'ai la flemme. J'ai vraiment beaucoup aimé ce premier tome. Pareil, voilà, on est sur un univers, en fait, je sais même pas pourquoi depuis le début, je dis c'est des univers qui sont complètement inventés. C'est de la fantasy, donc bien évidemment que c'est des univers complètement inventés. Mais ici, on a des dragons. Ouais. Non, on fait pas comme tout le monde. Ici, on a des dragons. Je pense que je vais faire un résumé rapide, mais à mon avis, beaucoup de personnes connaissent cette saga parce que je l'ai tellement vue passer sur les réseaux que même si vous l'avez pas lu, vous savez forcément de quoi ça parle à peu près. Donc on va y suivre Violette qui, au début de cette histoire, va se faire enrôler un peu par dépit. C'est sa mère qui la force. Elle se fait enrôler pour participer à une sélection mortelle, c'est le cas de le dire, c'est pas une expression, pour devenir une dresseuse de dragons. Alors c'est pas vraiment dresseuse, parce qu'il les dresse pas vraiment, hein. D'ailleurs c'est le dragon qui choisit son copilote. Mais en tout cas, c'est seulement ceux qui arrivent à la fin de toutes ces épreuves et qui ont un dragon qui s'attache à eux, qui deviennent en fait un peu l'élite armée du royaume. Donc Violette, elle, à la base, elle se prédestinait pas du tout à ça. Elle voulait devenir scribe, comme son père. Et sa mère, qui est générale de justement cette élite armée, lui dit non, cocotte, ton père, de toute façon, il est plus là. Maintenant, tu vas faire comme tout le reste de la famille. Donc elle se retrouve un peu, malgré elle, à devoir participer à ça, sauf que Violette, elle correspond pas du tout à l'archétype des personnes qui s'enrôlent là-dedans et qui essayent de faire partir de cette élite, puisque elle est toute menue, elle est toute frêle, elle se casse facilement des os et c'est pas trop les critères principaux qui sont favorisés pour devenir du coup un soldat d'élite. Et elle va devoir du coup passer toutes les épreuves associées qui vont l'amener jusqu'à l'épreuve finale, la fameuse épreuve du dragon. Sauf que ce sont des épreuves, c'est un peu à la Hunger Games en fait, c'est marche ou crève, hein, vraiment. Même quand t'as passé les toutes premières qui te permettent d'entrer dans l'académie, donc où tu risques de mourir à n'importe quel moment. Après, tu te retrouves donc élève, mais même là, t'es pas
t'es pas sauvé parce que en fait, tu peux quand même te retrouver tué par un de tes camarades qui veut pas que tu sois là. Donc, Violette, elle se dit que bon, elle a pas une perspective de vie très longue qui se trouve en face d'elle. Et ça se confirme d'autant plus lorsque, après les premières épreuves, en fait, elle découvre que celui qui va certainement devenir un peu son mentor, parce que du coup, les élèves qui sont déjà à l'académie dans les années supérieures mentorent en fait les nouveaux qui entrent. Et parmi eux, il y a un certain Xaden qui, pareil, je vous le donne dans le mille, est l'ennemi de sa famille. Vraiment. Non mais vraiment, j'ai un souci. Vraiment, non, je pense que j'ai un souci. J'en parlerai à ma psy à ma prochaine séance. Genre, je choisis que les mêmes trucs. Donc, Violette, pour autant, même si physiquement elle tient pas la route, elle a quand même la hargne, hein, faut le dire. Et puis, forcément, elle va rencontrer Xaden, et puis, tomato. Même schéma que les autres, hein. Ça commence à papoter, ça commence à se découvrir, ça commence à se connaître, et puis ce qui semblait être la réalité, être une vérité certaine, ne l'est plus. Et c'est surtout que, j'en ai pas énormément parlé, mais les dragons sont géniaux, parce que les dragons, ils peuvent parler avec leur copilote humain. C'est trop bien. Franchement, les dragons, ils sont trop badass. C'est mes personnages préférés. On suit maintenant sur une autre saga. Non mais vraiment. Mais celle-là, cette fois, je l'ai terminée entièrement. Il s'agit de la série Once Upon a Broken Heart de Stephanie Garber. Cette série est en 3 tomes. On y suit dans cette saga notre héroïne qui s'appelle Evangeline. Evangeline, elle a déjà un physique un peu atypique, parce qu'elle a les cheveux roses. Voilà, c'est bon, c'est fini, elle a les cheveux roses. Notre Evangeline vit dans un royaume un petit peu féerique, on va dire. Voilà, ça se rapproche, hein, ça fait un petit peu penser aux contes de fées qu'on a pu entendre, mais vous savez, les contes de fées qui sont à l'origine de nos contes de fées à nous. Enfin, ça veut rien dire ce que je viens de sortir, par exemple... Cendrillon, tout ça, il y a un conte de fées, ou même Blanche-Neige, il y a des contes de fées qui sont à l'origine de ces contes, qui sont un peu plus dark. Donc, Evangeline, elle croit au grand amour. Et vraiment, elle pense que sa vie, elle est un peu toute tracée, elle va épouser l'homme qu'elle aime, voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes, sauf que, un jour, elle découvre que il est fiancé à quelqu'un d'autre. Le bâtard. Evangeline, pas trop contente, elle veut à tout prix déjouer ce mariage qui va se faire. Et pour cela, elle va se retrouver à faire appel à la personne à laquelle il faut pas faire, avec laquelle il faut pas faire affaire. Il s'agit du prince de cœur, ou du prince des cœurs, qui a une sacrée réputation parce que globalement une malédiction repose sur lui qui fait que s'il vous embrasse, vous mourrez. Ouais, sympa ça. Pour le coup, le gars est complètement en désillusion hein, de l'amour. Il y croit pas. Il rejette le truc totalement. Il est plutôt du style à être un petit peu malicieux, à s'amuser comme il peut, à passer des contrats, des pactes qui vont forcément être à son avantage. Et Evangeline, notre petite héroïne un peu naïve sur le début, va se retrouver à passer un pacte avec lui. Et bien évidemment, tout ne va pas se passer comme elle pensait, puisqu'elle va découvrir les revers de ce que c'est de passer un pacte avec un être immortel qui, lui, n'a absolument rien à perdre. Je voudrais rentrer un peu plus dans le détail, mais pour le coup, j'ai pas du tout envie de spoiler ce qui se passe par la suite. C'est une saga que j'ai énormément aimée. J'ai adoré l'univers qui avait été créé aux alentours. J'ai bien aimé aussi la façon dont étaient construits les personnages
qui sont pas complètement manichéens et ils apprennent à naviguer ensemble par rapport à ça. Il y a aussi d'autres personnages secondaires que j'ai trouvé hyper stylés qui vont avoir leur importance dans l'histoire. Voilà, il y a plein d'autres types en plus de créatures qui voilà, font partie de l'univers. Ce qui fait que j'ai trouvé que globalement l'histoire, elle était très très cool. Maintenant, dernière saga qu'on va évoquer donc ici dans cette vidéo, il s'agit de Assistant to the Villain. En plus, je suis ultra contente parce que au moment où on se parle là, j'ai reçu le 3e tome tout à l'heure là. Je suis ultra en joie. J'ai trop hâte de lire. Ici, on est pareil dans un univers fantasy mais qui est un peu en mode conte de fées. Donc très sympa. Mais encore plus, je trouve que Once Upon a Broken Heart. Vraiment, on est dans le conte de fées typique où on a notre héroïne un petit peu ingénue, on a le roi du royaume qui est apprécié de tous, on a les sorciers, on a des créatures et tout, et on a le fameux vilain de l'histoire. Sauf que ici, notre héroïne, qui s'appelle Evie, elle décide pas en fait de... Elle prend pas les décisions habituelles qu'on pourrait voir dans ce type d'histoire, puisque en fait, elle décide de devenir l'assistante du vilain. Alors, on s'entend, elle se fait embaucher, hein, par apparemment un processus d'embauche des plus classiques. Non, je rigole. Elle devient donc l'assistante du vilain. Et ce qui est très drôle, c'est que lui, il est persuadé qu'au bout de quelques jours, elle va flipper sa mère et que elle va partir les jambes à son cou. Et en fait, pas du tout. Vraiment, elle est en mode genre bon, ok, d'accord, vous empalez des gars au niveau de la porte. Moi, ça me va. Juste, est-ce qu'on peut nettoyer de temps en temps pour changer? Enfin, à la limite, on est sur du style un peu comme ça. Moi, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé en fait dans cette saga, c'est que quand on lit en fait le résumé, on se dit, ça se veut pas un scénario genre ultra pensé, ultra sérieux. Et en fait, dans un sens, ouais, il y a ce côté qui est très marrant avec vraiment des répliques qui sont incisives et moi j'adore l'humour des personnages. Mais pour autant, au fur et à mesure qu'on avance, il y a quand même un côté sérieux et réfléchi dans l'histoire puisque voilà, il y a quand même des problèmes de base qui font que nos protagonistes vont devoir passer à travers certaines épreuves et forcément faire des choix qui vont impacter derrière leurs relations et plus globalement aussi le royaume dans lequel ils vivent. Et on a forcément les fameuses révélations qui se font au fur et à mesure du récit. Pour le coup, donc là, on n'est pas sur un trope de enemies to lovers, hein. On change un peu. Ici, on est vraiment dans un côté, ouais, vraiment, c'est son assistante. Bon, lui, il essaye quand même de la faire un peu fuir au début, mais en fait, il se rend compte que ça marche pas sur elle. Et vraiment, l'humour, il est corrosif. Moi, j'adore. J'ai ri tellement, en fait, que juste, j'ai passé un super moment par rapport à ça. Et autant, il y a d'autres livres où on rit pas mal et qu'on passe un bon moment, mais là, comme je disais, ouais, le fil conducteur, en fait, il est quand même vachement bien fait et on retrouve, en tout cas, moi, je retrouve les types de révélations et d'enchaînements qui me plaisent, en fait, dans la fantasy. Et du coup, il coche un peu, voilà, toutes les cases habituelles, quand même, que je peux aimer dans ce type de livre. C'est pour ça que vraiment j'étais trop contente là quand le 3e il est sorti et qu'il est arrivé. J'ai beaucoup trop hâte de le lire. Et en plus il y a un 4e tome qui va sortir également. Et là je suis en train de me dire qu'en début de vidéo j'ai dit que j'allais peut-être essayer de les classer, mais mon Dieu. Déjà pour moi, il y en a qui sont pas comparables. Par exemple, Once Upon a Broken Heart et Assistant to the Villain, pour moi ils sont un peu à part parce que on n'est pas sur du enemies to lovers. Donc, déjà pour moi, voilà, on compare pas les choux et les carottes. Mélange pas les torchons et les serviettes. Je dirais que dans les Enemies to Lovers, en numéro 3, je vais mettre Fourth Wing. Parce que, on s'entend, il y a des dragons, c'est ultra stylé. Mais le Enemies to Lovers, il est pas vrai Enemies to Lovers. C'est un peu ce que je disais à un moment donné quand je parlais de Prince Captif. Voilà.
On sait qu'au début, il y a ce truc où leur famille, elle se déteste, mais en fait, eux, ils sont un peu en mode ouais, mais bon, est-ce que nous, on est réellement aussi censés se détester? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Très rapidement, en fait, ils passent quand même un peu au-dessus de ça. Voilà, je vais les mettre en 3e par rapport à ça. Ensuite, je vais mettre le Pont des Tempêtes, parce que la 2e duologie, j'ai un chouille moins aimé. Voilà, juste pour ça. Et en first, Prince Captif. Je suis obligée. Et sinon, entre du coup Once Upon a Broken Heart et Assistant to the Villain, je pense que je vais mettre Assistant to the Villain en premier. Mais pour l'humour, mais parce que juste vraiment, Evie, elle me fait tellement rire. Evie, c'est moi si j'étais dans un univers fantastique, fantasy. Et bah voilà, écoutez, sur ce, écoutez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi, vous, c'est quoi votre classement, votre top 5 des livres fantasy préférés? Donc on s'entend là, c'était quand même c'était que de la romantasy ici. Mais je suis aussi très curieuse de découvrir d'autres types de fantasy où il n'y a peut-être pas forcément de romance, honnêtement. Ça ne me dérangerait pas du tout. Donc très curieuse d'avoir aussi vos retours là-dessus et vos partages de retours sur ce que vous avez peut-être pu penser si vous avez lu également les ouvrages que j'ai évoqués. Ça m'intéresse parce que je sais qu'il y en a, franchement, ils font débat. Donc, je suis pas contre un petit débat. N'hésitez pas à me partager ça. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, à vous abonner aussi si vous aimez mon contenu. Et on se retrouve du coup dans la prochaine vidéo de cette série qui abordera mon top 5 d'un autre genre. Voilà. Bye bye.